Monsieur le secrétaire général adjoint, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, donc nous poursuivons les auditions de la mission d'information que notre commission a décidé de constituer sur la création du fonds Marianne, la sélection des projets subventionnés, le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fonds. Cette mission d'information a obtenu du Sénat de bénéficier des prérogatives des commissions d'enquête. Monsieur Laffitte, d'abord, en vous accueillant, veuillez nous excuser pour le retard pris dans votre audition. Bien entendu, nous remercions de votre compréhension. Vous êtes magistrat, monsieur Laffitte, et secrétaire général adjoint donc, du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. À ce titre, vous avez participé au contrôle de l'exécution de fonds Marianne. Votre audition nous est donc apparue complémentaire à celle de monsieur Gravel. Avant néanmoins d'évoquer la phase de contrôle, nous avons relevé que vous ne faisiez pas partie du comité de sélection des projets. Est-ce que vous savez comment la composition de ce comité a été arrêtée et y a-t-il une raison pour laquelle vous n'en faisiez pas partie? Est-ce que vous aviez tout de même participé à la sélection des projets et plus généralement, quel était votre rôle dans la préparation de ces opérations liées au fonds Marianne? Avant de vous donner la parole pour un bref propos liminaire et pour répondre à ces premières questions, si vous le voulez bien, je rappelle que seuls les membres de la Commission des finances peuvent intervenir lors de cette audition pour interroger la personne auditionnée. Cette audition est par ailleurs diffusée, vous le savez, en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu publié. Enfin, je rappelle qu'un faux témoignage devant une commission d'enquête est passible de sanctions pénales. Je rappelle ça à un magistrat, excusez-moi, je ne vais pas plus loin. Je vous invite donc, monsieur le secrétaire général adjoint, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous laisse à présent la parole. Bien, pour quelques minutes, si vous Monsieur voulez. le Président, à vos questions liminaires, si je puis dire, la réponse... Vous avez ouvert le micro? En principe, il est ouvert. Vous m'entendez? Voilà, c'est mieux. À ces questions donc liminaires, en quelque sorte, je vais répondre assez brièvement, puisque en fait, ma réponse est négative. Je n'ai pas participé à la préparation, en tout cas à la rédaction. Je viendrai après sur le mot préparation. Mais à la rédaction de ce qui était ensuite l'appel à projet. Je n'ai pas participé, vous l'avez indiqué, à la définition de la composition du comité de sélection. Et je n'ai pas non plus participé au comité de sélection. Et ça, je pense que vous l'avez effectivement tout à fait identifié. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de réponse exacte, précise, sur la raison qui fait qu'effectivement, je n'ai pas eu à être associé à ce comité, ou en tout cas à cette phase de préparation. Moi, ce que je vois, mais c'est une pure analyse de ma part, hein, elle peut peut-être être contestée d'ailleurs dans des déclarations, mais c'est comme ça que je vois les choses, c'est qu'en fait, étant depuis d'ailleurs assez peu de temps chargé des fonctions de secrétaire général adjoint, j'avais été nommé le 17 décembre 2020, donc ça faisait 4 mois en fait que j'étais dans ces fonctions. J'avais effectivement des fonctions essentiellement à caractère budgétaire, financière. Et donc, je suppose que dans la lecture que faisait à l'époque le cabinet de la ministre déléguée, l'objectif du fonds Marianne en particulier était surtout un objectif qui avait une finalité de communication sur les réseaux sociaux, et donc une très problématique, une thématique qui n'est absolument pas la mienne et sur laquelle je n'exerce, et je n'ai d'ailleurs aucune compétence. Donc je pense que c'est probablement la raison qui fait qu'effectivement la composition que vous avez citée, que d'ailleurs je ne connaissais pas, je l'ai découvert à l'occasion des investigations qui ont été menées, n'a pas comporté en tout cas cette dimension. Ce qui aujourd'hui d'ailleurs, de mon point de vue, mais c'est un point de vue personnel, peut soulever un certain nombre de questions. Toujours est-il que si je n'ai pas participé à la rédaction de l'appel à projet en lui-même, j'ai quand même, et je l'ai vérifié parce que j'avais un peu des doutes, 2 ans se sont passés et je n'avais pas une mémoire absolue de toutes les phases qui ont pu, comment dirais-je, accompagner l'appel à projet. Mais j'ai eu à participer par contre à une organisation interne au sein du secrétariat général quand j'ai été informé, et ça a été très précis, c'était, sauf erreur, le 13 avril 2021, lors d'une réunion avec le cabinet de la ministre. C'était une réunion du comité dit de programmation qui se distingue, je pense que je ne sais pas si vous avez eu les notions, du comité de sélection concernant spécialement le fonds Marianne. Et ce 13 avril, donc, en réalité, sont annoncés par le cabinet, non pas 1, mais 3 appels à projets. L'appel à projet dit fonds Marianne,
qui vise le contre-discours républicain essentiellement comme thématique. Un appel à projet qui va concerner la MIVILUD, la mission de lutte contre les dérives sectaires, qui vient d'être attachée depuis quelques mois seulement au secrétaire général. C'était en juillet 2020, le décret est publié en juillet 2020. Et un troisième appel à projet qui vise à promouvoir des actions de lutte contre les atteintes à la dignité humaine. C'est comme ça que c'est présenté. Ça vise en particulier des dispositifs, en tout cas c'est comme ça que c'est évoqué, qui par exemple luttent contre les mariages forcés. C'est comme ça que c'est présenté. Cet appel à projet n'aura jamais lieu, je le précise, il n'y a aucune traduction budgétaire, il ne va pas avoir de traduction non plus politique et il ne va pas être annoncé publiquement. En tout cas, il est évoqué ce jour-là. Et donc le 13 avril 2021, étant informé de ce projet, puisque là c'est vraiment encore au stade du projet, il sera annoncé, le Fonds Marianne, en tout cas l'appel à projet sera annoncé, je crois, sauf erreur, le 20 avril, donc une semaine après en fait à peu près. Je prends l'initiative, c'est moi qui ai pris l'initiative, je le dis clairement, de réunir un certain nombre d'acteurs de ce qui me paraît être les acteurs qui vont être impactés au sein du service. Je ne parle pas du cabinet, qui est tout à fait en dehors de ce dispositif, qui risque d'être impacté par ces trois appels à projets. C'est-à-dire pour moi, dans l'analyse que je fais à ce moment-là, 3 pôles métiers. Alors pôle métier, je ne sais pas si cette notion vous a été expliquée, mais j'imagine que oui. Ce sont en gros les services au sein du secrétariat général qui, par matière, traitent de tel ou tel domaine d'activité, de telle ou telle politique publique qui est confiée au secrétariat général. Donc ça s'appelle les pôles métiers, par distinction avec le pôle administratif et financier, qui est un pôle support, celui dont j'ai la responsabilité depuis donc décembre 2020. Et je réunis, a priori, je pense, les représentants des 3 pôles métiers qui me paraissent devoir ou pouvoir être impactés par ces 3 appels à projets, c'est-à-dire ce qu'on vient de créer il y a quelques mois ou quelques semaines qui s'appelle l'UCDR, l'unité de contre-discours républicain. Je pense que vous savez dans quel contexte l'autorité politique a pris la décision de nous confier, enfin de confier au secrétaire général le soin de créer ce nouveau service, ce nouveau pôle. Un autre pôle qui n'est pas un pôle d'ailleurs, qui est simplement rattaché dans la personne du secrétaire général, qui est la MIVILUD, donc avec un acteur qui représente ce service, et un 3e pôle, alors je ne sais pas s'il a été cité, qui à l'époque s'appelle, alors il a changé de nom depuis, je crois qu'à l'époque il devait s'appeler le pôle de lutte contre l'islamisme radical et le communautarisme, je crois que c'était un peu sa dénomination, qui risque d'être impacté par le 3e appel à projet que j'ai cité, qui finalement ne verra pas lieu. Et surtout, je l'ai réuni en fait. Alors c'est très précis, je l'ai retrouvé d'ailleurs, j'ai sous les yeux d'ailleurs le compte-rendu de cette réunion que j'ai moi-même rédigé, que j'ai envoyé au préfet bien entendu, le 22 avril, donc c'est 2 jours après le lancement de l'appel à projet Fonds Marianne. Et en fait, moi j'ai 2 objectifs, parce que je sens venir des difficultés d'organisation. Il y a en fait plusieurs difficultés qui, dans mon esprit en tout cas, peuvent surgir. D'abord un problème d'organisation et surtout de respect des process. Alors je ne sais pas si ce nom a été cité dans l'audition il y a un instant du préfet Gravel. Pour moi c'est très important parce que j'en suis un peu là, en charge. Nous avons la définition du process de distribution des subventions publiques au sein du SG-CIPDR. C'est un document qui a été élaboré, il y a toute une histoire derrière tout ça, en 2017 exactement, tout simplement parce que l'année précédente, en 2016, pour la première fois, les crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance sont confiés en gestion directe au secrétariat général, ce qui n'était pas le cas avant. C'est la loi de finances pour 2016, donc du 31 décembre 2015, qui supprime plutôt une agence, vous l'avez peut-être reconnu, l'ACSE, l'Agence de la cohésion sociale et égalité des chances, qui gérait en fait à l'époque le FIPD, le Fonds interministériel, en notre nom, mais nous n'avions pas la gestion, nous n'avions pas de pôle administratif et financier à l'époque. Et en 2016, la loi de finances supprime donc cette agence. Et après différentes discussions, je vais passer là-dessus, bien entendu, la gestion nous est confiée directement. Et donc en 2016, il faut créer, dans des conditions, moi je n'ai pas connu, je n'étais pas encore dans ce poste-là à l'époque, mais un peu complexe, il a fallu créer l'ébauche d'un pôle financier avec des recrutements, bien entendu, parce que nous n'avions aucun budgétaire. Aucun fonctionnaire n'était capable de gérer des crédits à cette époque-là. Et en 2017, avec des recrutements, notamment, je crois, d'un secrétaire général adjoint à l'époque, qui n'était pas moi, je suis arrivé bien plus tard, est mis en place une politique qui se mettait en place à l'époque au ministère de l'Intérieur, qui est la politique de maîtrise des risques, de contrôle des risques. Et notamment, en 2017, au sein du service qui est le nôtre, parce que nous avons le FIPD à gérer, on met en place un document que nous appelons le logigramme. Alors c'est un document, un grand tableau Excel avec différentes cases et notamment des colonnes, dans lesquelles en fait moi c'est ce que j'évoque quand j'en parle, on définit qui fait quoi pour gérer les subventions en centrale.
Ce document a été élaboré en 2017, il est révisé en 2018, il est à nouveau révisé en 2019, et en 2021, quand l'appel à projet Fonds Marianne est lancé, c'est cette version 2019 qui s'applique, qui à mon avis n'est plus à jour d'ailleurs. Mais bon, ça c'est une autre histoire, sur laquelle j'ai dû revenir, mais encore récemment. Mais en tout cas, il n'est plus à jour pour une raison très précise, c'est qu'entre-temps, nous sommes, je pense, alors je n'ai pas retrouvé la date exacte, mais je pense que c'est entre fin 2020 et peut-être avril 2021, quand se tient le fameux comité de programmation que j'évoquais tout à l'heure, le cabinet de Mme Schiappa, à l'époque, le ministre délégué, décide d'élever à son niveau la prise de décision sur l'attribution des crédits par des subventions en centrale. Jusqu'à présent, le secrétariat général et le secrétaire général décidaient seuls de l'attribution des subventions avec les crédits que nous réservions en centrale sur des actions de portée nationale, en tout cas d'une certaine ampleur. C'était le secrétaire général. C'est lui qui décidait en réunion, au comité de programmation, en interne, au sein du service, ces décisions. Et avec l'arrivée donc du nouveau cabinet, de la nouvelle ministre, la décision est prise à son niveau d'élever à son niveau politique donc la prise de décision. D'où la mise en place des comités de programmation ministériels cette fois-ci. Et je répète, j'ai fait des recherches, a priori le premier semble être celui du 13 avril 2021. Moi, je n'ai pas trouvé trace d'un comité précédent fin 2020 ou début 2021. Je pense que c'est le premier. Et donc, quand l'appel à projet donc est lancé, le 22 avril, donc très précisément, je réunis un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs métiers, vraiment qui, pour certains d'ailleurs, ne connaissent pas du tout la matière, parce que je veux rappeler quelles sont les règles qui figurent dans le fameux logigramme. Qui fait quoi? Et donc je leur rappelle qu'il appartient, alors je ne veux pas définir tout le logigramme parce il y a 12 cases, 12 étapes à l'époque, qu'on a d'ailleurs renforcé très récemment en 14 étapes, mais 12 étapes où en gros on doit définir qui reçoit la demande de subvention, qui instruit le dossier, qui doit vérifier les pièces constitutives du dossier, qui doit ensuite, c'est mon pôle, mon service, mettre en forme les actes attributifs de subvention, qui contrôle également ensuite l'exécution, reçoit les documents, soit venant des pôles métiers, soit venant en termes budgétaires des associations qui doivent rendre compte, c'est la loi, de l'exécution de la subvention. Donc tout cela est défini. Or, le 22 avril 2021, et ça je tiens à y insister, sur les 3 pôles donc, que je réunis ce jour-là, un seul agent connaît la matière. C'est celui, alors je ne sais pas s'ils l'ont été cités, peu importe, c'est celle d'ailleurs, qui va instruire les dossiers du Fonds Marianne. C'est quelqu'un qui a l'habitude depuis, alors je ne sais pas combien de temps, mais probablement au moins 2 ans ou 1 an et demi, 2 ans, à instruire déjà des dossiers de demande de subvention, notamment sur le contre-discours républicain. C'est son domaine, c'est quelque chose qu'elle connaît, et elle connaît un peu la matière, elle sait quels sont les documents à réunir, etc. Par contre, en face, sur les 2 autres pôles, alors je vais passer rapidement parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, bien entendu, mais c'est important pour moi parce que c'est comme ça que j'ai vécu les choses, on a des agents qui ne connaissent absolument rien à la matière budgétaire. Et je pense notamment à la Mivilude. J'ai un agent en face de moi qui n'a jamais entendu parler de ce que c'est qu'une subvention, son statut juridique, le cas dans lequel on peut le distribuer, quelles sont les pièces à demander. Il y a tout à faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette réunion a lieu, où je rappelle un certain nombre de règles qui figurent dans le fameux logigramme. Et un deuxième point important pour moi, c'est de demander aux responsables de ces pôles métiers de désigner un référent, parce que je pressens que nous allons avoir des difficultés. Alors, je ne sais pas si ça a été évoqué, mais c'est aussi un point très important à cette époque. C'est un problème de ressources humaines. Je pressens que nous allons avoir des difficultés cette fois-ci dans le pôle dont j'ai la responsabilité sur le pôle administratif et financier parce que nous avons un effectif extrêmement réduit, très tendu à cette époque-là, et que ça va durer encore pendant des mois et des mois. Et donc je souhaite qu'il y ait un référent nommé pour qu'on ait un correspondant, qu'on puisse le cas échéant former d'ailleurs à la matière budgétaire, ce qui va être fait pour la Mivilude, ce qui ne sera pas fait pour le pôle qui va instruire les dossiers du Fonds Marianne, puisque, à tort ou à raison, je pense que c'est avec raison, j'estime que l'agent est formé à cette matière, elle a déjà instruit de nombreux dossiers, mais par contre on va le faire pour la Mivilude et on va faire des séances de formation avec un document qu'on va remettre, etc., pour expliquer là aussi quels sont les rôles. Alors c'est là où se situe mon rôle, en tout cas dans un premier temps. C'est-à-dire une organisation interne, une espèce de rappel des process pour qu'effectivement on évite des difficultés ensuite de gestion, etc. Sauf que, évidemment, cette situation n'épuise pas le sujet des moyens disponibles et du contexte dans lequel se situe le Fonds Marianne. Même s'il n'y aura dans l'année 2021 que 2 appels à projets formalisés, ce qui est exact,
C'est une année, je pense que je ne me trompe pas dans les chiffres, c'est l'année où nous avons enregistré le nombre record de demandes de subventions à instruire au niveau central. C'est des chiffres que j'ai fournis d'ailleurs, dans un cadre mais très récent à la Cour des comptes, puisque nous avions, enfin, je ne sais pas si ça a été dit, une étude de la Cour des comptes aussi, qui a passé 6 mois dans nos locaux, enfin, notamment avec moi pour l'aspect fonds interministériel, et j'ai remis un certain nombre de chiffres, de données. Et en fait, il apparaît que 2021 enregistre pratiquement une centaine de demandes de subventions, 98 je crois, c'est le chiffre exact, hein, alors que l'année précédente, on a été autour d'une cinquantaine. Et les années d'avant, c'était une trentaine. Donc une année record, des effectifs qui sont en tension, notamment sur le strict domaine financier dont j'ai la responsabilité. En fait, le pôle dont j'ai la responsabilité, je vous le dis pour que les choses soient claires, c'est 2 agents. Alors un troisième qui a été recruté au mois de mars, mais qui n'est absolument pas formé à cette matière, qui ne connaît rien d'ailleurs à cette matière-là, qui gère le budget de fonctionnement, donc on est tout à fait éloigné de ce domaine. En revanche, ces 2 agents, qui eux sont formés, mais avaient des compétences totalement distinctes. Il y en a un qui est chargé de ce qu'on appelle le budget opérationnel de programme, le BOP, la racine des crédits du FIPD, de façon à déléguer les crédits non seulement au niveau central, mais surtout en préfecture, puisque je pense que ça a été dit, mais c'est très important, l'essentiel du fonds, ce sont des crédits destinés aux préfectures de département. C'est ça, c'est 54 millions. Je n'ai pas les chiffres en tête exacts pour 2021, mais cette année je les connais par contre. En 2021, ça doit être à peu près 60 ou 65 millions au niveau, tout compris, si je peux dire, la notification de départ par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, et c'est 54 millions qui sont destinés donc aux préfectures. Donc l'essentiel des crédits. Et c'est cet agent qui gère les rapports quotidiens avec les préfectures sur ces sujets-là. Et le deuxième agent, qui est une jeune femme d'ailleurs, c'est elle qui va mettre en forme, l'ensemble des dossiers du fonds Marianne, donc ils vont résulter de l'arbitrage du 20 avril, mais en réalité, du 21 mai, pardon, mais en réalité qui met en forme tous les dossiers, les 98 dossiers, en fait, de l'année 2021. Ce que je dis n'est pas tout à fait exact, et c'est un cas tout à fait exceptionnel, parce que j'avoue que j'avais tout à fait perdu la mémoire de cet aspect-là, que j'ai revu en lisant les mails que j'ai reçus sur ces sujets. C'est qu'en fait, et je crois que c'est la seule fois que c'est arrivé, en tout cas quand j'ai eu cette responsabilité de secrétaire général adjoint, c'est que exceptionnellement, cette année-là, notamment au cours de l'été 2021, compte tenu de la masse de travail importante qui, je veux dire, déstabilise un peu, je veux dire les choses comme ça, le service, l'agent qui a instruit les dossiers du fonds Marianne, donc celui qui appartient à un autre pôle, qui n'est pas sous ma responsabilité, va accepter de mettre en forme un certain nombre de conventions budgétaires, attributives de subventions, parce qu'il faut soulager mon service qui n'est pas en mesure, dans les délais, de mettre en forme précisément tous ces actes. Alors, il y a un délai, vous connaissez, qui est évidemment celui de l'exercice budgétaire. C'est-à-dire qu'aux alentours du 10 décembre, chaque année, la direction financière du ministère de l'Intérieur, la DPAFI, nous rappelle qu'à un moment donné se clôt l'engagement des autorisations d'engagement, les délivrances et la consommation des crédits de paiement, et qu'on ne peut pas dépasser les dates. Alors, avec le nombre de dossiers de l'année, il fallait évidemment trouver des moyens pour résoudre cette difficulté. C'est ce qui est fait. J'ai retrouvé les mails de sa part où elle me soumet, pendant le mois de juillet surtout, juillet-août je crois, un certain nombre de dossiers, pas tous les dossiers, mais un certain nombre de dossiers qui vont résulter donc, de l'appel à projet Fonds Marianne, de façon à ce que je puisse les contrôler. Et c'est là où, si je puis me permettre, il y a un deuxième aspect qui apparaît dans mon rôle sur ces sujets-là, et qui traduit un peu les difficultés de cette année-là, et notamment du Fonds Marianne. C'est que, en fait, c'est à ce moment-là que je découvre le contenu des demandes de subvention. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a une exception. L'exception, c'est une association, je pense que vous avez peu en tête, qui s'appelle l'USE-PPM. Parce que cette association, en fait, a présenté une demande de subvention avant le Fonds Marianne, avant l'appel à projet, enfin, en tout cas, la connaissance publique de l'appel à projet. Et elle envoie, alors, a priori, je pense au secrétaire général, probablement, moi c'est comme ça que j'ai compris les choses, qui ensuite me retourne des documents, une demande de subvention, de mémoire, je pense que c'est le 9 avril 2021. Donc effectivement, on est quelques jours avant l'appel à projet, la délivrance. Et ce jour-là, je découvre donc pour la première fois une association que je ne connais absolument pas, et qui demande des sommes très importantes, extrêmement importantes. C'est un montant de l'ordre de mémoire 635 000 euros. Ce qui quand même me surprend, je le dis clairement, hein, et je fais un mail en réponse,
Ce qui me surprend parce que c'est une somme quand même qui est considérable et surtout une association qu'on n'a jamais financée, enfin a priori, jamais, moi je ne connais pas du tout, qui est, alors c'est très ancienne, qui a peut-être une certaine notoriété dans certains domaines mais que je ne connais pas. Mais en tout cas, il y a un deuxième point. Alors, un premier point qui m'alerte, c'est le montant. Et le deuxième point, c'est qu'en plus, dans le budget prévisionnel qui est présenté, il y a un déséquilibre, mais au bénéfice de l'association. C'est-à-dire qu'il y a un excédent qui résulte de la colonne produits et charges. Bon, alors, ce n'est pas interdit, hein, je le dis au passage, pour que les choses soient claires, et on accepte parfois. Sauf que ce qui est interdit, ce qui est autorisé plutôt, c'est ce qu'on appelle un excédent raisonnable. Or là, l'excédent me paraît quand même, je ne sais plus quel est le montant, mais en tout cas suffisamment significatif pour que j'envoie une réponse, un mail au secrétaire général en disant, en écrivant, que ça me paraît inacceptable en l'état. Association qui n'est pas connue, montant considérable, excédent qui apparaît dans le budget prévisionnel, c'est quand même quelque chose qui est problématique. Alors cette demande va être examinée au comité de programmation du 13 avril, c'est exact, et dans les documents qu'on a revus récemment, parce qu'il a fallu rafraîchir la mémoire, je ne vous le cache pas, il apparaît un montant arbitré, le 13 avril, je dis bien, pas le 21 mai, c'est le 13 avril, de 300 000 €. C'est ce qui apparaît dans un tableau qu'on nous restitue après la réunion de ce comité de programmation. Pour des raisons qui peut-être ont été commentées, je ne sais pas, il y a un instant, ce dossier en fait va intégrer à un moment donné l'appel à projet Fonds Marianne. Condition que moi je ne maîtrise pas réellement, mais en tout cas c'est une réalité puisqu'il va réapparaître dans les dossiers qui vont être examinés apparemment le 21 mai et qui surtout vont être arbitrés et retenus pour un montant de 355 000 € exactement. Donc ça c'est le dossier, je crois, si je ne me trompe pas et je pense ne pas me tromper, c'est le seul dossier dont j'ai eu connaissance en partie dans son contenu avant la réception des, je ne sais plus, 70, 71 dossiers, je crois, au total, qu'a reçu l'agent qui était chargé de la réception et surtout de l'instruction des dossiers. Et ce qui va se passer par la suite, et c'est là où je ne peux pas ne pas venir, c'est que en fait, je vais découvrir les autres dossiers au moment de la formalisation des actes attributifs. C'est-à-dire où mon pôle, aidé par l'agent qui a instruit les dossiers en partie, va mettre en forme les actes attributifs. Alors, je pense que vous savez qu'il y a deux types d'actes, selon les montants. Ça, c'est la loi du 12 avril 2000, qui a été modifiée en 2014, qui comporte cette disposition. C'est l'article 10, sauf erreur, de cette loi. En fait, il y a un seuil à partir duquel la forme de l'acte est un acte bilatéral. En deçà de 23 000 €, le seuil est fixé par décret, mais la loi prévoit le principe. En deçà de 23 000 €, c'est un acte unilatéral, c'est un arrêté. Et donc le secrétaire général signe un arrêté l'attributif. Au-delà de 23 000 €, c'est une convention, donc avec double signature, et contrôle aussi du contenu, plus exigeante dans sa formalisation, où là, il y a effectivement quand même des exigences assez fortes de contrôle. Et la plupart des dossiers de l'appel à projet Fonds Marianne rentreront dans la catégorie des conventions. Ils seront au-delà de 23 000 €. De mémoire, il y en a deux, je crois. Il y a 2 arrêtés, et le reste, donc 15, logiquement, qui sont des conventions. Et donc, cet aspect-là donne lieu effectivement à ces rédactions, et c'est à ce moment-là que je vois effectivement apparaître un certain nombre de montants qui ont été arbitrés. Ils ont été arbitrés le 21 mai. Et il y en a un qui attire mon attention, je le dis aussi, il y a des mails de ma part que j'ai retrouvés, que j'ai imprimés, parce que, bon, tout ça, encore une fois, c'est la mémoire, ensuite, qui a besoin d'être réactivé. Il y en a un qui, je ne parle pas du CPPM cette fois-ci, je parle d'une autre association qui s'appelle Reconstruire le commun. Où là, je découvre un montant relativement important quand même, avec une association qui a déjà été financée, avec une petite convention, si je puis dire, de 39 000 €, dans des conditions un peu compliquées d'ailleurs, fin 2020, début 2021, où je suis arrivé, où je découvre un peu la difficulté de ce dossier, mais ce n'était pas un montant aussi significatif. Et j'envoie un certain nombre de commentaires par mail, là aussi, sur cette association, en indiquant qu'elle est récente, qu'elle a bénéficié d'un montant significatif, important, et surtout, et c'est un des critères, moi, que j'essaie de voir, parce que c'était très difficile. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'on appelle des CERFA de demande de subvention. C'est pas très facile de comprendre ce qu'on a derrière le CERFA. C'est vraiment, il y a quelques critères, parfois un peu significatifs, mais c'est pas toujours simple. Et il y en a un, moi, j'essaie de retenir, c'est quels sont les moyens humains de la structure quand elle reçoit beaucoup d'argent pour gérer l'argent. S'il n'y a personne, c'est une interrogation. Et c'est le cas
pour reconstruire le commun. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bénévoles capables, c'est toute la complexité des associations. Il y a parfois des bénévoles, des retraités ou que sais-je, qui sont des experts comptables, qui sont des magistrats ou autres, peut-être parfois des élus nationaux, j'en sais rien, mais en tout cas qui ont bien sûr des compétences, c'est évident. Mais quand vraiment, quand on n'a pas d'informations sur le sujet et qu'on voit que, et c'était le cas de cette association, les effectifs, alors je ne sais pas, je crois que c'était un salarié ou un 0,5 ETP, quelque chose comme ça, qui apparaît dans le CERFA, alors qu'il y a quand même, je ne sais plus, plus de 300 000 euros, 330 000 euros qui sont distribués, ça alerte un petit peu. Alors, encore une fois, ce n'est pas un critère absolument dirimant, mais ça peut provoquer quand même quelques alertes. Sauf que la décision a été prise, évidemment, elle a été arbitrée, au cabinet, il faut l'exécuter. Mais enfin, je mets quand même en alerte l'ensemble des acteurs, donc celle qui a instruit le dossier, mais aussi mon pôle, en disant qu'il va falloir quand même surveiller un peu cette association, parce qu'il y a quand même ce déséquilibre-là qui peut poser des difficultés. Peut-être avant de poursuivre, si vous voulez bien, peut-être s'en tenir à cette phase, qui était un peu la première partie des questions. On va vous demander quelques compléments. On a eu d'ailleurs copie de quelques-uns de vos mails, qui vont dans le sens que vous indiquez. Mais il faudrait que le rapporteur reprécise avec vous quelques points, et puis on poursuivra, si vous le voulez bien. Oui, pardon, Monsieur Laffitte, moi je vous ai écouté et j'ai besoin d'avoir des clarifications, d'être sûr que j'ai bien compris vos propos. Vous nous avez expliqué quelle était votre fonction quand vous êtes arrivé finalement depuis peu, décembre 2020. Et vous nous avez bien expliqué que pour les comités ministériels de programmation, le premier étant a priori dans la nouvelle procédure celui du 13 avril, qu'il y a finalement une procédure administrative et juridique très établie avec les 12 étapes qu'il faut suivre. Donc vous me confirmez que, voilà, ça c'est la première chose, ça permet d'éclaircir. Vous nous avez également dit, je suis la chronologie de vos propos, que dans le pôle, il y avait en fait peu de compétences en matière comptable et budgétaire, une seule personne. Pouvez-vous nous donner son nom ? Alors, quand on parle du pôle métier concerné, donc pour bien préciser les choses, l'agent qui avait une formation, qui avait une connaissance de l'instruction des dossiers, c'est Charlotte Collonge, qui a instruit, je crois, la totalité, enfin j'en suis même sûr, la totalité des dossiers. J'avais bien imaginé la même personne, voilà. Puisqu'on voit qu'il y a un lien ensuite lorsqu'elle quitte le service. Merci. Alors, j'arrive toujours dans les éléments que vous avez portés à notre connaissance. Le fait d'avoir l'USEPPM qui, avant même le comité de programmation, et donc avant le lancement officiel du fonds Marianne, adresse une demande de subvention au comité interministériel d'un montant de 635 000 euros. Exact. Donc effectivement, et vous dites, je ne connais pas, j'ai aucun renseignement, et le montant, je le concède volontiers, est très élevé. Vous avez même dit qu'il y avait ensuite dans la présentation comptable un excédent significatif. Et ensuite, alors sont retirés, je crois, 300 000 euros. Vous pouvez me réexpliquer comment on passe de 635 000 à 335 et quelle est l'opération qui est effectuée pour le retrait de ces 300 000 euros ? Alors, ce que je sais, moi, à travers les documents qu'on a pu relire, je répète, la mémoire n'est pas extrêmement présente sur toutes les étapes, je tends de l'avouer. C'est une décision qui a été prise en comité de programmation ministériel, donc le 13 avril, a priori, d'après ce que je perçois. Et là, mais dans un contexte dont je n'ai pas le souvenir, il y a eu effectivement une décision de rabattre sensiblement la prétention effectivement, de cette association ce jour-là. Voilà, le comité retient 335 000 ou 350 300 000, je crois, de mémoire. Oui, il retire 300 000. Oui, voilà, il en reste, je pense, 335. Il me semble tout à l'heure, vous avez dit 355, mais on va pas. Je ne cherche pas à chinoiser sur les montants, mais moi, ça me paraît assez cohérent. Ensuite, vous nous avez expliqué la procédure
qui laisse la main au comité jusqu'à 23 000 euros, puisque c'est discrétionnaire. Au-delà, c'est forcément une convention, et donc ça n'est plus discrétionnaire, puisqu'il faut une double signature. Vous avez expliqué, vous avez employé les mots qu'il y avait eu dans des conditions difficiles un versement de 39 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, les conditions difficiles ou vous voulez expliquer, enfin, quel était le contexte des difficultés? Il y a une difficulté. Alors, je pense que je n'étais pas présent à ce moment-là parce que ça s'est passé à la fin de l'année 2020 et j'avais pas les responsabilités que j'ai eues donc à la fin de l'année. Mais on a eu en fait des difficultés pour identifier l'acte juridique qui était à l'origine de la délivrance de cette somme. Cet acte, il existe, hein, je vous rassure. Je pense qu'il n'y a pas eu de difficulté sur son existence, mais on a du mal à l'identifier dans un premier temps. Et ça tient a priori au fait qu'il y a eu une décision, et je n'ai pas retrouvé la trace, je le dis clairement, j'ai encore recherché récemment. Je n'ai pas retrouvé la trace, mais elle existe, puisqu'il y a eu une convention qui a été passée, qui date de la fin de l'année 2020. Le document lui-même, l'acte attributif, c'est une convention signée des deux parties, donc le secrétaire général et le représentant de l'association. La représentante, d'ailleurs, c'est une présidente, est datée exactement du 28 décembre 2020. Or, le 28 décembre 2020, c'est à un moment où il n'y a plus de crédit disponible. J'allais dire que c'est souvent comme ça. Et donc, c'est le plus mauvais moment pour attribuer une subvention. Et je ne sais pas dans quel contexte elle avait eu lieu, mais en tout cas, cet acte, on l'a fini par le retrouver, et c'est le 28 décembre. Et en fait, ce qui est découvert, c'est qu'on a des tableaux de suivi. Hein, dans mon pôle, enfin dans mon service à moi, on suit chaque convention pour savoir quand on délivre le premier acompte, quand il y a des acomptes, et quand on délivre le solde, quand il y a un solde. Et on trouve une trace effectivement de cette convention, donc de 2020, je dis bien. Par contre, il y a une mention qui indique qu'elle est basculée, je dis, c'est le terme, basculée en 2021, pour des raisons d'ailleurs budgétaires, hein, strictement. Hein. Et donc, en fait, on retrouve effectivement la trace de cette subvention qui a été versée, mais en 2021, avec les crédits, une fois que la direction financière, enfin, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur nous a notifié les crédits, on a pu attribuer les crédits qui avaient été décidés l'année d'avant. Avant, on ne pouvait pas, parce qu'on n'avait finalement aucune liberté d'action sur le plan budgétaire. Vous voulez, d'une certaine manière, je veux être sûr qu'il n'y aurait pas d'interprétation inappropriée ou hâtive. Une subvention est attribuée le 28 décembre à une période où il n'y a plus les moyens et puis il n'y a plus de crédit et un peu plus tard, entre guillemets, on procède au versement en disant qu'elle a été attribuée l'année passée, alors qu'il n'y avait plus de fonds. En gros, c'est à peu près ça. Est-ce que j'exagère en disant que peut-être ça limite le contrôle ? Alors, je ne sais pas si ça limite le contrôle. En tout cas, ça aboutit à une situation qui est, à mon avis, discutable et dont on va se rendre compte d'ailleurs plus tard, hein, mais beaucoup plus tard, trop tard d'ailleurs, probablement pour remettre en cause d'ailleurs l'attribution. C'est que, en fait, l'action va s'exécuter en 2021. Sauf que la convention d'origine de 2020, normalement, aurait dû permettre l'imputation des charges sur l'exercice 2020, je dis bien. Or, l'exécution va se faire en 2021, et donc les dépenses aussi, forcément. Et on a regardé, il y a eu des investigations il y a quelques semaines, on a regardé si on a trouvé la trace d'un avenant, ce qui est possible. On peut, effectivement, ça arrive parfois, et ça a beaucoup arrivé d'ailleurs à cette époque, à cause de la crise sanitaire. On a énormément d'associations qui n'ont pas pu exécuter en 2020, et même 2021 d'ailleurs, leur action, pour des raisons qu'on comprend, et il a fallu faire des avenants pour prolonger la durée d'exécution, ce qui était logique. On n'a pas trouvé de trace, dans ce dossier-là en tout cas, je le dis, d'un avenant qui aurait encadré juridiquement la prolongation. Et pour autant, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que les crédits 2021 vont être mobilisés, les 39 000 euros, je crois que c'est le montant, vont être attribués, et l'exécution va être faite, et il y aura des comptes rendus. Le compte rendu financier qui est obligatoire d'après la loi va être adressé, et a priori, l'action a bien été exécutée. Il s'agissait de créer un site, je crois, Internet, parce que l'association a été créée, je crois, en octobre 2020, ou en tout cas fin 2020. Il s'agissait de créer un site Internet et de promouvoir un certain nombre de dispositifs sur les réseaux sociaux. A priori, les comptes rendus, en tout cas sur le plan strictement formel, qui vont être adressés dans le cadre de cette action, montrent qu'il y a eu une action conforme à ce qui avait été prévu au départ. En tout cas, en l'état, moi, je n'ai pas de raison de remettre en cause l'existence de cette action et sa réalisation. Et ce qui est compliqué, c'est le basculement, en quelque sorte, entre les deux exercices budgétaires. Est-ce que vous aviez fini, parce que je vous ai interrompu, je ne voulais pas perdre le fil des différentes étapes?
Non, ce que je voulais dire simplement, c'est sur la manière dont on aurait pu, alors peut-être même dû, contrôler en amont du 21 mai le contenu des demandes de subvention. Je ne dis pas qu'elles étaient toutes problématiques, ce n'est pas du tout le cas, et je pense que la plupart ne l'étaient pas d'ailleurs. Mais il aurait pu y avoir un appui de la part d'autres acteurs que simplement le seul agent qui était chargé d'instruire. Je crois qu'au départ, c'est 71 dossiers qui sont reçus. C'est considérable. On aurait pu avoir un appui qui n'a pas eu lieu pour deux raisons. D'abord parce que, tout simplement, en tout cas en ce qui me concerne moi, je n'ai pas été associé effectivement à cette phase de préparation et d'instruction des dossiers. Mais surtout parce qu'on a un agent, alors je pense que ça a été dit, mais pour nous c'est très important, et j'en vois maintenant les conséquences, c'est qu'on avait un agent qui n'est pas directement dans ses fonctions, mais qui a réellement en fait apporté cet appui pendant pas mal d'années, qui était ce qu'on appelle, nous, les référents de contrôle interne financier. Alors ça s'appelle RCIF, pour faire simple, référent de contrôle interne financier. C'est un agent qui est chargé de suivre tout le processus de dépense, de contrôler le processus de dépense. Alors, en fait, par sondage, parce qu'on ne contrôle pas, je le dis clairement, en totalité, sans subvention par an. C'est absolument impossible. Mais ne serait-ce que par sondage, il a cette fonction de vérifier que le logigramme dont j'ai parlé a été respecté. C'est-à-dire que toutes les 12 étapes ont bien été respectées par les agents internes du secrétariat général, mais aussi, et ça c'est ce qu'on appelle le contrôle de deuxième niveau, et ça c'est extrêmement important, de contrôler la réalité de la dépense. Notamment les pièces de dépenses, les pièces justificatives de dépenses, les factures, les bulletins de salaire. Or ça, lorsque le fonds Marianne est lancé, l'appel à projet, depuis février 2021, il n'y a plus d'agents au service. Il n'y a plus d'agents au service jusqu'en, de mémoire, septembre 2022. Et je le dis parce que j'ai participé au recrutement de ce qui me paraissait indispensable, et ça a été extrêmement compliqué de trouver quelqu'un qui avait un profil de connaissance du budget de l'État. On a eu énormément de candidats sur ce poste-là, des personnes qui ne venaient pratiquement que du privé, qui étaient dans le domaine de la banque, de l'audit bancaire, des assurances, mais qui ne connaissaient absolument pas le budget de l'État. Et donc il a fallu attendre septembre 2022 pour enfin trouver quelqu'un qui va rejoindre ce poste, qui d'ailleurs en ce moment est chargé du contrôle de plusieurs des associations dont nous venons de parler, notamment l'USE-PPM, à qui on a demandé de transmettre toutes les pièces justificatives en mars 2023. Et elle est dessus en ce moment. Ce qui veut dire que vous êtes heureusement expérimenté, mais vous êtes fraîchement nommé quand, peu de temps après, le fonds Marianne va être mis en place, avec entre-temps quelques difficultés. Là, vous avez expliqué les 39 000 euros, avec finalement une personne ressource qui assure le suivi que j'appellerais du contrôle, que vous appelez ainsi, contrôle interne et financier. Donc, absence totale de février pendant 18 mois, février 21 à septembre 2022. Puis vous avez la personne visiblement également ressource dans le pôle du comité, qui est plutôt la personne qui a beaucoup de compétences, qui également quitte en fin d'année 2021, je crois. Oui, je crois, oui, c'est ça. Voilà. Donc on va dire qu'il y a des indices qui, en tous les cas, ou des symptômes, je ne sais pas, on le voit après, qui peut-être expliquent un certain nombre de difficultés de celles que l'on constate à ce moment. Donc vous nous avez dit, vous ne faites pas partie du comité de sélection, on a bien compris. Vous arrivez après coup. Par contre, vous confirmez bien, par la réunion du 22 avril, que les directives, le fameux programme en 12 étapes est appliqué pour l'ensemble du process mis en place par le fonds Marianne. Il n'y a aucun... Oui, en tout cas, on rappelle effectivement ces règles. J'ai le compte-rendu, je peux vous le mettre à disposition si vous le souhaitez, il est là. On prend, parce que l'impression n'est pas très bonne qualité, mais en tout cas, on voit à peu près les échanges qui avaient eu lieu ce jour-là.
Mais en fait, cet aspect-là, c'est un simple rappel. Ce jour-là, bien entendu, ça ne va pas se révéler suffisant, hein, je le dis clairement. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va, dans la foulée d'ailleurs de cette réunion, je pense, ça n'a pas dû se passer au mois de juin probablement, je n'ai pas retrouvé exactement la trace, mais je pense que c'est juin ou fin mai. On va même mettre en place une formation spécifique sur un agent de la Miviludes. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour nous, ça nous a impacté. Il a fallu former, et on a donné des documents d'ailleurs, plus explicites, pour expliquer à cette personne qui allait instruire tous les dossiers de l'appel à projet, cette fois-ci, de la lutte contre les dérives sectaires, comment faire pour gérer, recevoir les dossiers d'abord, regarder le contenu d'une demande de subvention, il ne s'agit pas de la recevoir, il faut examiner ce qu'il y a à l'intérieur, voir s'il n'y a pas des incohérences, voir des absurdités, et notamment ce qu'on disait tout à l'heure, l'excédent possible dans un budget prévisionnel, ce qui arrive parfois, ça c'est des choses à voir, ou l'absence de ressources humaines pour gérer les crédits, c'est aussi un indice qui mérite d'être pris en compte. Et donc on va la former, cet agent, dans une phase de formation. Il y a eu 2 réunions, un document qui a été élaboré, etc. Mais c'est la Miviludes, ce n'est pas le fonds Marianne. Le fonds Marianne, moi j'estime que l'agent qui a connaissance est en mesure d'instruire ces dossiers malgré la masse de travail pour elle que ça va représenter, c'est certain. Voilà la situation. D'accord, donc on relève néanmoins que dans 2 mails de l'été 2021, juin et juillet, vous vous interrogez donc sur l'octroi d'une subvention de plus de 300 000 €, 330 000 exactement, à Reconstruire en commun. Et vous l'avez évoqué dans une partie de vos propos, que l'association, vous étonnez qu'elle soit d'une création récente, sans salariés, et a priori sans prévision de recrutement. Est-ce que c'est de l'expérience que vous aviez, était-ce une première pour vous? Quelles ont été les réactions des destinataires de vos messages et quelles mesures ont été prises à ce moment-là? Alors, la décision a été prise de financement, donc il fallait mettre en forme, et bien entendu, une fois que ça c'est la règle budgétaire, mais une fois que l'acte étant décidé, donc au niveau ministériel, une fois que l'acte est rédigé et signé des 2 parties, c'est un acte d'engagement juridique. C'est ce qu'on appelle un EJ en matière budgétaire. Donc engagement juridique, ça veut dire qu'ensuite il va y avoir une traduction budgétaire dans l'application qui s'appelle Chorus, l'application de gestion des crédits d'État. Et donc là, il va y avoir tout à la fois l'engagement des autorisations d'engagement, les AE, 100%, et la délivrance, alors ça c'est les conventions qui nous sont propres, la délivrance, de la consommation d'une partie des crédits de paiement. Et donc on va délivrer l'argent, hein, malgré ma remarque, bien entendu, parce qu'on ne peut pas aller contre, difficile à ce stade en tout cas. Étant précisé que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de salariés dans une association, je disais tout à l'heure, qu'elle n'est pas capable de gérer. Il y a des bénévoles, d'une part. Sur l'exécution même de l'action, d'ailleurs, c'est ce qui est prévu, je crois, de mémoire, hein, dans le document qu'on avait reçu, qu'on a vu par la suite, il y avait non pas des recrutements de salariés qui étaient prévus, mais le recours à des prestataires, ce qui est assez classique dans ce genre d'action, où on rémunère, sous forme de facture, hein, j'imagine, des prestataires pour faire telle ou telle action sur les réseaux sociaux, ce qui est effectivement la traduction de l'action, ce qui ne suppose pas un recrutement de salariés à chaque fois. Donc ce n'est pas inconcevable, mais c'est un élément d'alerte. Et c'est la raison pour laquelle j'avais indiqué, je crois, dans un des mails concernés, alors je ne sais plus si c'était en juillet, mais je crois que c'est juillet 2021, que c'était ce type d'action qui méritait justement peut-être un contrôle a posteriori sur la réalité de la consommation des crédits. Et notamment dans ce qu'on appelle le contrôle de 2e niveau sur pièce justificative, mais qui ne se fait que sur des échantillons. On ne peut pas, encore une fois, contrôler l'ensemble des dossiers. C'est absolument impossible. En quelque sorte une alerte. Voilà, parfait. Donc, ces choses-là étant dites, et les alertes ayant été données, donc le visa est donné, et donc l'opération démarre. Bien, pouvez-vous nous parler maintenant de l'exécution du fonds Marianne, comment elle a été assurée après la sélection des projets, finalement, et les premiers versements de subventions réalisés? Autrement dit, quel contrôle avez-vous opéré sur l'ensemble des projets de manière très globale? Avez-vous réalisé un ou des contrôles sur pièce, ou bien prenait-il une autre forme? Ces modalités de contrôle sont-elles identiques à ceux que vous avez pu faire dans d'autres enveloppes budgétaires versées à des associations comme le FIDPR?
Alors, le contrôle concernant les 17 dossiers de l'appel à projet est absolument identique, enfin, doit être absolument identique, et il l'a été, je pense, de ce qui est fait sur l'ensemble des autres actions financées, bien entendu. La question de créer des règles spécifiques. En fait, il y a, je dirais, un double contrôle. Il y a ce que nous appelons, nous, le contrôle métier, qui est un peu le fond du problème, notamment pour l'association Reconstruire le commun. C'est un contrôle sur l'exécution même de l'action. J'avoue que je n'ai sur ces sujets, et notamment sur la communication digitale, aucune compétence, encore une fois. Ce n'est pas mon domaine et je suis incapable de savoir ce qui vaut un like plus qu'un autre like. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça, c'est le rôle, effectivement, du pôle dit métier qui a instruit les dossiers et qui doit ensuite, et qui connaît la matière en plus surtout, et qui doit effectivement regarder un peu l'exécution et la qualité de la prestation. Il y a un autre contrôle, et les deux se rejoignent à un moment donné. Il y a un autre contrôle qui est plutôt budgétaire, ou même franchement budgétaire, et qui prend deux formes. Il y a une forme qui est conventionnelle, c'est-à-dire qui est dans la convention attributive de subvention. C'est l'article, je crois que c'est l'article 4 des modèles de convention qu'on a utilisé pour le fonds Marianne, qu'on utilise pour l'ensemble des dossiers financés, et qui vise finalement à contrôler l'état déclaratif de dépenses avant de délivrer ce qu'on appelle le solde de la subvention. Alors le solde de la subvention, pour être tout à fait précis, n'existe que lorsqu'il y a ces fameuses conventions au-delà de 23 000 euros. En deçà de 23 000 euros, c'est la règle budgétaire AE égale CP, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je pense que oui, où on délivre la totalité des engagements et des crédits de paiement en même temps. Donc ça, c'est réglé, c'est un acte attribué unilatéral. Bon, dans les conventions, c'est différent, puisqu'il y a effectivement un découpage en deux. Un acompte important, 75%, pour permettre le lancement de l'action, véritablement, et ensuite un contrôle sur deux documents, ça figure dans la convention, c'est indiqué noir sur blanc dans des articles. C'est d'une part une attestation sur l'honneur du responsable de l'association, en tout cas de la structure financée, qui indique que la structure a atteint au moins un taux de 60% de dépenses du budget prévisionnel qui avait été fourni lors de la demande de subvention. Et un deuxième document, qui est un tableau que nous fournissons, c'est un tableau normalisé que nous fournissons aux acteurs. Bien entendu, ce n'est pas eux qui le font, qui le rédigent. Et on leur demande de remplir un tableau où apparaissent colonne de charge, comment dirais-je, prévisionnelle, colonne de charge réalisée, colonne de produits prévisionnels, colonne de produits réalisés, les montants qui permettent de justifier, mais c'est encore une fois déclaratif, le fameux taux de 60% du budget de départ. Et c'est sur la base de ces deux documents, au moins de ces deux documents, qu'il peut être décidé qu'il y a effectivement matière à délivrer le fameux solde de 25% qui reste à délivrer. Voilà la première étape, si vous voulez, mais qui est purement conventionnelle, parce que ce sont nos conventions qui prévoient effectivement ce premier contrôle. Bien entendu, à ce niveau-là, à ce stade, il n'y a pas de contrôle sur pièce. C'est déclaratif. Sauf que, enfin là je parle en tant que pénaliste, quand l'association, et son président surtout, signe une attestation sur l'honneur, indique qu'il a dépassé, si ce n'est pas la réalité, ça peut poser quand même un petit problème en matière pénale. Donc on rappelle d'ailleurs, les textes du Code pénal sont indiqués que toute fausse déclaration peut entraîner l'application des dispositions sur ce qui sanctionne le faux et usage de faux. Voilà. On poursuit un peu, je vais peut-être vous solliciter un peu plus, sur finalement les associations qui, selon vous, ont posé problème. Je parle bien du contrôle, on est dans le contrôle budgétaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord, il y en a donc 17, est-ce qu'il y en a 15 qui ne posent pas de problème budgétaire, ou est-ce que vous ne le diriez pas comme ça, et est-ce qu'il y en a 2 réellement qui posent un problème? Est-ce que c'est vraiment de nature budgétaire pour l'une et pour l'autre, ou est-ce que c'est plus sur les contenus, enfin, etc. Comment ça vous arrive, ces sujets? Alors, je termine quand même l'explication parce que ça a un impact, si je puis dire, en lien avec la question que vous venez de poser. Ce que je viens de décrire, c'est un contrôle conventionnel, c'est un dispositif conventionnel. Par contre, il y a un dispositif légal. Et là, c'est autre chose. C'est l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sur les relations entre les administrations et les citoyens, qui a été modifié à plusieurs reprises, notamment en 2014. C'est important parce que c'est là qu'on définit, d'ailleurs, pour la première fois dans la loi française, ce qu'est une subvention, en 2014, ce qui n'existait pas autrefois. Eh bien, là, cet article 10 prévoit que la structure financée, plutôt, doit fournir un document qui s'appelle le compte-rendu financier, le CRFI.
Et ça doit se faire en principe en clôture d'action. Donc là, on a terminé l'action, on n'est pas en cours d'exécution, comme les 60% exigés par ailleurs. Là, on est à la fin de l'action, et on doit fournir un compte-rendu financier qui doit attester, c'est ce que dit la loi, de la conformité de la dépense avec la subvention telle qu'elle a été accordée. Voilà. Mais c'est purement déclaratif, bien entendu, à ce stade, avec les mêmes conséquences pénales que j'ai évoquées tout à l'heure, bien entendu, parce que tout ça c'est signé, attesté, etc. Et c'est un document, là, cette fois-ci, qui est imposé. Dans les dossiers de l'appel à projet du fonds Marianne, les documents que je viens d'indiquer, l'ensemble des documents que je viens d'indiquer, dans l'ensemble, je pense pouvoir le dire, à part deux, mais à ce jour, sauf erreur, on est encore dans les délais pour les fournir en ce qui concerne le CRFI. On est encore dans les délais. La totalité des documents que je viens de citer, ils sont dans les dossiers, ils ont été fournis. Donc il n'y a pas véritablement de ce point de vue-là une alerte majeure. Il y a eu des retards, ça c'est exact, mais pas une absence totale de coopération de telle ou telle association. En revanche, il y a effectivement une difficulté qui surgit sur le plan budgétaire, je dis bien, une association qui est l'USEPPM. Et là, on est plus tard. Alors je le dis clairement, là aussi, autre difficulté sur cette association. Le fameux compte-rendu financier doit être fourni, d'après la loi, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention a été accordée. Terme de la loi du 12 avril 2000, article 10. En réalité, dans nos conventions, on est un peu plus exigeant, ça peut se discuter d'ailleurs, puisqu'on ne laisse pas ce délai-là, 6 mois après la clôture de l'exercice budgétaire au cours duquel, etc. On impose le versement de ce document dans les 6 mois de l'achèvement de l'action, ce qui peut être plus court finalement. Mais en tout cas, c'est discutable, mais en tout cas, c'est rédigé comme ça. Et en ce qui concerne l'USEPPM, le point de départ, c'est un problème pour cette association, le point de départ du délai de 6 mois a été considéré, peut-être à tort d'ailleurs, comme étant la date exacte du 31 mai 2022. Parce que est intervenue dans ce dossier une demande d'avenant, je parlais tout à l'heure des avenants de prolongation des délais d'achèvement, c'est le cas pour cette association, est intervenue une demande pour prolonger de mémoire de 3 mois, je crois, le délai d'exécution de l'action, alors c'était le 28 février 2022 qui était la date inscrite au départ, et le 31 mai, donc 3 mois de plus, pour terminer l'action. Sauf que ce document, il a été accepté, sur le principe ça a été accepté par le secrétaire général, et le secrétaire général lui-même d'ailleurs, mais en revanche, on n'a jamais pu retrouver, et les investigations récentes l'ont montré, la trace d'un document signé de l'association qui aurait été retourné au secrétaire général, signé donc par le président, malgré une relance, puisqu'on a les mails de relance, etc., et il n'a jamais répondu. Donc la question se pose de savoir finalement quel est le vrai délai. N'empêche que, à tort ou à raison, on a considéré que c'était le 31 mai. Et du coup, c'est dans les 6 mois qu'aurait dû être fourni le fameux compte-rendu financier, d'après l'article 10 de la loi de 2000. Et ce document, en février 2023, il n'était toujours pas fourni. Et donc c'est là où, je parle de l'aspect budgétaire par rapport à cette association, c'est là où je vais intervenir, c'est en février 2023, c'est avant d'ailleurs que n'éclate, je le dis, passons au passage, mais quand même, c'est avant que n'éclate effectivement l'aspect public, la difficulté avec ces associations, c'est exactement, je crois, le 14 février 2023, où je suis alerté par le pôle qui gère le suivi de l'action, donc le pôle métier, qui est l'UCDR, l'unité de contrôle des scores républicains, sachant que, et je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, c'est ce pôle qui doit recevoir les documents budgétaires avant de les transmettre au pôle dont j'ai la responsabilité, c'est ce pôle-là, et ce pôle-là, depuis ce service-là, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, n'arrive pas à avoir la restitution des documents demandés. Et donc le 14 février, c'est très précis parce que ça correspond à des mails que j'ai envoyés, je suis alerté par le responsable de ce pôle, par le chef du pôle, en disant qu'ils ont des difficultés avec l'USEPPM pour obtenir notamment le compte-rendu financier. Et donc, je donnais des éléments que j'ai en tête, parce que là, ils sont assez précis. Je téléphone, j'arrive à trouver le numéro de téléphone, je téléphone au président, dont vous avez le nom, je pense, M. Caruna-Garant. J'arrive à l'avoir au téléphone, alors qu'il ne répondait pas au téléphone, semble-t-il, précédemment à mes collègues de l'autre pôle, je le dis au passage. Et je lui fais remarquer qu'effectivement, on n'a pas reçu le compte-rendu financier, mais surtout, je découvre, et c'est là où il y a effectivement une certaine difficulté, je découvre que les autres documents qui ont été fournis, je pense, alors je ne sais pas exactement la date, mais c'était en 2022, ça c'est sûr, qui sont l'état des dépenses qui auraient pu justifier, le cas échéant, le versement du solde,
puisqu'ils auraient pu justifier qu'ils avaient atteint 60% des fameuses dépenses. En fait, ces documents ont bien été fournis, mais ils révèlent que ce seuil de 60% n'a jamais été atteint. Jamais. Et donc, lors de la conversation téléphonique, je fais état de cet aspect-là avec le président et je lui explique qu'en l'état, ce n'est pas possible de verser le solde. Il n'a pas rempli les conditions conventionnelles. Et donc, je lui demande ensuite, alors ça fait l'objet d'un écrit de ma part, parce que je couvre évidemment mon appel téléphonique par un mail, et je lui demande de me transmettre le fameux compte-rendu financier qu'il aurait dû fournir au moins depuis novembre 2022, et que les collègues du pôle métier n'arrivent pas à obtenir. Et je lui fais remarquer par écrit qu'en l'état, l'action étant terminée, de toute façon elle est terminée, on ne pourra pas verser le solde, ça ne sera pas possible. Et je lui demande même de renoncer expressément pour couvrir tout risque de contentieux, parce que jamais, ça peut parfois être le cas. Et c'est ce qu'il va faire. Il va envoyer le compte-rendu financier, je crois, le lendemain, sur le 15 février, avec effectivement de sa part une indication sur laquelle il renonce à obtenir le solde. Donc là, il y a un problème budgétaire, c'est clair. Donc, vous nous dites, s'il y a eu un retard, si je puis dire, à l'allumage, entre novembre, qu'aurait dû être la fin de la convention, et février où vous intervenez, c'est parce que le pôle métier, finalement, vous dit j'ai quelques difficultés, mais ça va arriver, enfin bon, je ne sais pas. Et en tout cas, ça vous renvoie à février où ils vous disent là, on n'y arrive pas. C'est ça le sujet. Exactement. Bon, ok. Par contre, au niveau des contrôles, vous en menez un sur une autre association qui s'appelle Civic Fab. Et finalement, c'est la première association sur laquelle vous allez faire un contrôle un peu approfondi. C'est comme ça qu'il faut lire les choses. Donc ce qui pouvait nous étonner, c'est de finalement, entre deux associations, l'une qui avait des problèmes financiers que vous relevez en février 2023, et la deuxième qui avait des problèmes de contenu sur lesquels il y avait un certain nombre de difficultés qui ont dû transpirer jusqu'à votre service même, c'est-à-dire l'association sur le commun, je perds toujours son nom, reconstruire le commun. Malgré tout, ce n'est pas ces deux associations-là qui font l'objet d'un contrôle, etc., mais c'est plutôt la troisième que je viens de citer. Est-ce que tout ça est quand même assez logique, finalement, dans votre esprit ? Alors, logique, on peut toujours en discuter, mais en fait, Civic Fab a posé une autre difficulté. Oui. Qui n'apparaît pas peut-être de manière très lisible, mais en tout cas que j'ai rencontré, c'est que là aussi, à partir des lectures des documents budgétaires transmis par cette association, il apparaissait qu'on n'aurait pas dû verser le solde de l'association. Toujours pour la question de 60%. Voilà, et que j'avais donné des instructions pour ne pas le faire. Sauf que, bon, je ne vais pas insister trop sur le sujet, mais par une action malencontreuse d'un des agents, de mon pôle, j'en parle en responsabilité, c'est clair, en fait, ce solde a bien été versé. D'accord. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand arrive pour la première fois à nouveau un responsable du contrôle interne financier en septembre 2022, en novembre 2022, ensemble, on regarde les dossiers qui posent difficulté. Et comme j'avais indiqué par écrit que, compte tenu de ce versement, il y aurait matière à contrôle de cette association qui s'appelle Civic Fab, elle est retenue parmi trois associations d'ailleurs, pour faire l'objet d'un contrôle approfondi. Il y en a deux autres, il n'y a pas que Civic Fab. Il y a également une association dont on ne parle pas ici. C'est la raison de pourquoi elle est en tête. Voilà. C'est un peu notre question. Alors on va poursuivre. Alors peut-être avant, on a une ou deux questions sur Mme Vermeillet. C'est sur cette partie-là. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Lafitte, j'aimerais savoir, puisque le montant des subventions, en tout cas pour les deux associations concernées, dépasse 153 000 €, est-ce que vous avez vérifié qu'un commissaire aux comptes avait été nommé ? Est-ce que dans la procédure de contrôle, vous avez vérifié ça ? Est-ce qu'il y avait un commissaire aux comptes ? Est-ce que vous avez eu des échanges par rapport à ça ? Alors, commissaire aux comptes, en principe, oui. Enfin, dans les documents qu'on demande, effectivement, il y a soit, l'obligation de verser, notamment quand on dépasse 153 000 €, de verser les comptes annuels et le bilan sous forme du plan comptable associatif, plus, effectivement, le rapport du commissaire aux comptes. Alors, normalement, ces dossiers comportent ces documents-là. Là, je ne peux pas affirmer parce que je n'ai pas en tête la totalité du contenu de chacun des dossiers, mais normalement, la plupart, en tout cas, de ces dossiers comportent ces éléments-là. Par contre, en dessous de 153 000 €, les associations n'ont pas l'obligation de déposer leurs comptes et un simple état financier est exigé, ce qui est aussi le cas d'un certain nombre d'associations.
Mais en revanche, effectivement, la validation par le commissaire aux comptes, de mémoire, enfin, elle doit figurer, j'espère en tout cas, dans la plupart des dossiers. Je ne peux pas l'affirmer, je ne le garantirai pas, sous serment. Mais en tout cas, c'est à contrôler. Parce qu'on ne l'a pas vérifié spécialement dans les investigations. D'ailleurs, ça aurait pu être fait en complément. Mais en tout cas, moi, je pense que certains d'entre eux, en tout cas, moi, je les ai vus, figurent effectivement dans les dossiers. Je ne peux pas affirmer qu'ils y sont dans tous les cas. Merci. Je vais revenir à l'USEPPM. Donc, vous avez bien évoqué votre action et réaction du 14 février 2023, qui est suivie un mois après d'un contact que vous avez avec cette association pour l'informer de ce qu'elle va avoir un contrôle sur pièce. Donc, ça vous paraît, vous les informez donc là, je dirais très rapidement, eu égard aux éléments que vous nous avez donnés déjà de prolongation liés à l'avenant, parce que vous pensez que, enfin, vous avez certainement des doutes sur, comment dirais-je, le fonctionnement de l'association, c'est ça, et des doutes et même des craintes. En fait, ce qui s'est passé, il y a une autre étape entre ces deux étapes, si je puis dire, qui se situe, alors je n'ai plus la date, mais je crois que c'est aux alentours du 14 mars, il me semble. C'est que nous avons reçu, enfin je l'ai dit tout à l'heure, le fameux compte-rendu financier. Donc on l'a entre les mains, etc. Sauf qu'en le lisant, je note qu'il y a une première partie dans ces documents, c'est des documents formalisés et normalisés, ce sont des CERFA. Donc il y a des chapitres qu'il faut remplir, c'est tout simple. Enfin, en tout cas, c'est extrêmement contraignant quand même pour l'association dans la rédaction. Et il y a une partie qui est la première partie qui n'est pas remplie, qui est le bilan, tout simplement, le bilan de l'action. Il n'y a pas de mention. Il y a un budget final qui apparaît, des quelques commentaires, mais la première partie n'est pas remplie. Et donc je renvoie un mail en disant attendez, je suis désolé, mais il manque le bilan quantitatif, voire qualitatif, qui doit figurer là-dedans. Et donc ça, je le répète, aux alentours du 14 mars, 15 mars ou 14 mars. Et il n'y a pas de réponse. Au bout de, je ne sais plus, quelques jours, 3-4 jours, aucune réponse. Et c'est là que j'envoie, alors cette fois-ci, un deuxième, troisième ou quatrième mail, je ne sais plus, où j'indique effectivement, constatant l'absence de réponse, et en plus, d'autres documents n'ont pas été fournis, notamment les bilans, le rapport au commissaire aux comptes. Nous n'avons pas les bilans 2021, nous n'avons pas les bilans 2022, ce que j'ai demandé, puisque l'exercice s'est étalé sur 2 exercices budgétaires. Eh bien, c'est là que j'indique que, vu ces éléments, ces absences d'éléments, c'est un contrôle sur pièce qui va être déclenché en application de l'article 8 de la Convention. D'accord. Donc, comment dirais-je, l'absence d'éléments concernant le bilan d'action, qui est le rendu objectif par l'association elle-même. Donc, ça confirme, c'est ce qui déclenche votre réaction, puisque d'ailleurs, vous confirmez là que le bilan quantitatif et qualitatif insuffisant, ce que vous aviez noté. Donc si d'aventure il était dit que le bilan de cette association à ce moment-là est bon, voire positif, quelle serait votre réaction? Vous confirmeriez que c'est inexact? Enfin là, moi, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit sur le fond, parce que ce n'est pas quelque chose que je maîtrise très précisément. Encore une fois, on est dans un domaine qui est relativement formel, qui sont des tableaux à remplir, des documents formalisés également, où des indications doivent être portées. Par contre, le contenu même de l'action, là, il faut effectivement associer forcément des personnes qui sont, enfin, chez nous, qui sont plus à même de donner une appréciation. Ça concerne cette association, ça en concerne aussi une autre, manifestement. Et là, moi, je n'ai pas forcément de regard à porter. En revanche, et ça concerne plutôt l'autre association que l'USEPPM, si la réalisation de l'action s'est écartée de l'objet même qui avait été défini dans la Convention, là, il y a matière à remettre en cause l'attribution de la subvention. C'est un autre sujet, ça. D'accord. Et dans le cas de l'USEPPM, c'est un problème budgétaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, même s'ils avaient rempli correctement le fameux bilan dans la partie 1 du compte-rendu financier, ça n'aurait rien changé au non-versement du solde, puisque de toute façon, ils ne remplissaient pas les conditions conventionnelles. D'accord. Je veux peut-être juste, là encore, dans l'exécution financière 2021-22, donc on voit bien que cette association présente finalement plusieurs signes d'inquiétude. Elle annonce un soutien, une subvention de la région
des régions, de 145 000 euros, d'aides privées autour de 45 000 euros. On voit bien qu'un certain nombre de charges sont sous-exécutées, qu'il n'y a donc toujours pas de personnel, et qu'il n'y a en fait plus que des charges de personnel, puisqu'elles atteignent au global une exécution à 87% en 2022. Est-ce que finalement, ça rejoint la question que j'ai posée avant, est-ce que le bilan de l'association, ce n'est pas surtout des charges de personnel? Alors, en soi, je crois qu'il faut quand même être un peu distancé par rapport aux éléments d'alerte, si je puis dire, de ces associations-là ou telle. En soi, le fait de payer du personnel pour travailler sur des réseaux sociaux, ce n'est pas forcément choquant en soi. Il peut y avoir des achats de matériel, c'est sûr, il peut y avoir des imputations de charges fixes, la location d'un local, une partie d'assurance qu'il faut assurer, qui peut être imputée, et c'est tout à fait régulier, sur une partie de l'action, en tout cas, ne serait-ce que dans un montant raisonnable et adapté à la charge que représente pour l'association la réalisation, c'est tout à fait normal. Et encore une fois, les charges de personnel, elles étaient présentes, je crois, de mémoire, dès le début, dans de la demande de subvention. Il y avait une indication assez précise, d'ailleurs, sur des recrutements de personnes, de salariés. Alors, de mémoire, c'était, je crois, 6 personnes dans la dernière version du document qu'on avait reçu. Il devait y avoir 2 contrats à durée indéterminée. Les noms ne figuraient pas. Ils ne figurent jamais, d'ailleurs, dans les demandes de subvention. Jamais il y a les noms de personnel recrutés, bien entendu. Mais par contre, il y avait 2 contrats à durée indéterminée et, je crois, 4 durées à contrat déterminé. Donc, ce n'était pas forcément choquant qu'une large partie de la subvention serve à, je ne sais pas moi, recruter des community managers ou que sais-je. Ce n'était pas forcément le cas. Par contre, on n'avait, encore une fois, pas les noms, enfin moi je n'avais pas les noms, évidemment, des personnes qui allaient être recrutées à ce stade-là, et puis surtout, moi je n'avais pas instruit le dossier à ce stade, donc je n'avais pas forcément une connaissance précise de ce qui allait ensuite générer les charges. Mais elles n'étaient pas incohérentes. D'accord. Juste une très courte question. Vous avez déjà quelques enseignements ou des débuts d'évaluation sur le contrôle que vous avez lancé à la mi-mars de cette année? Alors, il y a des documents nombreux qui ont été fournis. Je dois dire, ils ont été fournis. Alors, il faut les analyser après. Il y a à peu près plus de 200 documents qui ont été envoyés par transfert, enfin peu importe. Pour le moment, je ne peux pas affirmer grand-chose. Il y a des bulletins de salaire. Nombreux. Alors moi là je suis parti maintenant du service, mais j'avais demandé qu'on ne se satisfasse pas, compte tenu du contexte, des bulletins de salaire, mais qu'on ait aussi les contrats de travail. Alors ça, moi je ne les ai pas vus, je le dis franchement, je ne les ai pas. Je ne les ai pas vus en tout cas. Et j'avais demandé qu'on les demande en plus. Et donc je m'imagine que ça va être fait. Les bulletins de salaire, certains, oui, sont effectivement manifestement en lien avec des personnalités identifiées dans l'association, enfin 2 personnalités, avec des montants de l'ordre, alors j'ai regardé, enfin je n'ai pas les noms, mais en tout cas on voit apparaître les montants. Il y a un tableau synoptique aussi où on voit classé par année la totalité des charges, puisque dans la convention, enfin je le dis au passage, il y a une exigence supplémentaire au-delà des contrôles, c'est d'avoir un outil analytique. C'est l'article 6, je crois, de la convention qui prévoit un outil analytique. Et effectivement, l'association nous a restitué des tableaux Excel où on voit par année, classés par catégorie, des montants des différentes charges. Bon, après, il reste à vérifier si ça correspond bien à l'action qu'on a financée. Ça, c'est autre chose. Et donc, on voit apparaître des montants de salaire de l'ordre de 3 000, je crois, un peu plus de 3 000 euros pour les plus importants. Il y en a 2, manifestement. Et un autre un peu plus important qui doit être de l'ordre de 3 900 ou 3 500 euros, je crois, sur plusieurs mois. Et ça débute à partir de juin, dès qu'on a délivré finalement les premiers crédits de paiement, qu'on les a consommés. Donc en juin 2021, on voit apparaître effectivement ces bulletins de salaire dans les tableaux qu'on a obtenus. Voilà. Mais après, il faut quand même vérifier, évidemment, tout le reste. De qui il s'agit. Très bien, merci. Quelques questions pour reconstruire le commun. Alors des choses d'abord très simples. Il y a eu des réunions, en particulier sur les contenus. Il y a eu des discussions sur les contenus, éventuellement des messages soi-disant politiques ou reconnus d'ailleurs comme nature politique. Est-ce que vous avez été associé à ce travail-là, à cette réflexion-là, ou pas du tout? Alors, pas exactement sous cette forme, mais par contre, et ça c'est important, il y a eu une réunion à laquelle on m'a demandé de participer. Alors, j'ai du mal à la situer. Pour moi, elle est en mars 2022, mais avec quelques nuances. Je pense que c'est ça. Où, effectivement, la question de, comment dirais-je, de la qualité du produit, en quelque sorte. C'est ça. Mais l'aspect politique, enfin, moi, je n'ai pas du tout le souvenir
que cet aspect ait été abordé. Alors peut-être de manière incidente, mais ce n'était pas le sujet. Le sujet à cette époque-là, c'était une faible pénétration finalement sur les réseaux sociaux, un nombre d'adhésions, d'adhérents assez faible, et finalement une problématique finalement plutôt de pénétration sur les réseaux sociaux, de qualité du produit sur ce terrain-là. Et la question qui était posée, c'était de savoir si on pouvait remettre en cause le montant de la subvention. Alors je veux dire, là, c'est compliqué parce que l'acte étant signé, il faudrait véritablement qu'on s'écarte totalement du produit tel qu'il avait été défini, de l'objet même de la convention. Et surtout, alors ça c'est un autre aspect, et ça montre la difficulté justement en amont, c'est-à-dire le relatif absence de méthodologie de contrôle en amont au moment de la prise de décision, avant la prise de décision. C'est que dans une rubrique de la convention, il y a une partie qui s'appelle les critères d'évaluation. Or, ces critères qui ont été acceptés, puisque c'est un document qui est le CERFA, qui est dupliqué, je le dis clairement, c'est du copier-coller. C'est-à-dire que quand on met en forme l'acte attributif, sauf difficulté majeure repérée, on reprend les termes du CERFA, qui est la demande de subvention, et on l'intègre en annexe dans la convention elle-même. Donc on reprend les termes. Or, dans la partie concernant les critères d'évaluation, les termes qui ont été acceptés, donc le 21 mai 2021, lors du comité de sélection, sont, je dirais, relativement vagues, voire très vagues. J'ai le souvenir, notamment, dans les critères, il y a un critère qui s'appelle évaluation qualitative. Et la traduction dans la convention, c'est évaluation qualitative. Bon, évidemment, avec des critères de cette nature, c'est extrêmement compliqué de remettre en cause le non-respect de l'évaluation telle qu'elle est prévue à la convention. Donc j'avais dit à cette réunion, j'ai dit que c'était un peu compliqué, qu'il fallait certes suivre l'évolution, mais que ça me paraissait difficile de remettre en cause le principe même de la subvention qui avait été accordée avec un acte signé des parties. Donc, on risquait un contentieux là extrêmement délicat. Donc à ce stade-là, on en est resté là, mais encore une fois, j'ai pas du tout le souvenir. Alors je répète, ça a pu être évoqué de manière incidente, mais c'était pas ça le sujet majeur. J'ai pas le souvenir que des aspects, alors par contre, de contenu politique, aient été le point central des échanges à ce moment-là, mars 2022. Très bien. Après, il y a eu d'autres échanges, mais moi j'ai découvert par la suite, je le dis, là j'ai pas été associé, effectivement, où cet aspect-là a surgi de manière beaucoup plus nette, si vous voulez. Et là, j'ai pas été directement associé à cela. Très bien. Et donc, suite à votre raisonnement, je suis votre raisonnement, que finalement les 25% qui restaient ont été versés. Oui. Voilà. Donc, globalement, les conditions financières étaient remplies, administratives, on va dire. Le sujet était un peu ténu sur la question de fond. Et donc, on paye quoi. Et finalement, après, une fois avoir payé tout ça et avoir constaté des difficultés qui se poursuivaient, on demande le remboursement. Pour le remboursement, c'est le rapporteur qui va y venir. Pouvez estimer à ce stade quel est le montant de la réclamation ou de retour que vous attendez? Alors d'abord la procédure. En fait, dans les conventions, mais c'est pour une partie la traduction des termes budgétaires classiques, il y a deux méthodes. Soit la méthode, je dirais un peu brutale, qui est l'émission d'un titre de perception, c'est-à-dire que l'État émet un titre de perception en raison à l'issue d'une procédure contradictoire, parce que, attention, là aussi, il faut respecter quand même un certain nombre de formes, on ne fait pas cela sans recevoir les observations de la partie adverse, si je puis dire. Et il y a une deuxième méthode, mais en l'espèce qui n'a pas vocation, à mon sens, à être utilisée, qu'on a utilisée parfois, pour éviter l'émission du titre de perception et toute la procédure très lourde qui va derrière. J'ai expérimenté il y a quelques mois et ça a été extrêmement compliqué, je vous le dis au passage. En fait, on impute le trop perçu, on calcule un trop perçu, on impute ce trop perçu sur le montant de la subvention s'il y a un renouvellement qui va venir l'année suivante. Et donc on réduit finalement le montant, et c'est prévu dans un des articles de la Convention, c'est prévu expressément. Bon, là, ce n'est pas le cas dans le cas qu'on évoque, évidemment. On est sur le terme classique, a priori, de l'émission d'un titre de perception. Alors, pour le moment, à ce stade, je ne peux pas vous indiquer quel est le montant qui va faire l'objet d'une restitution au profit de l'État. Ce qui est demandé, ce qui est envisagé, en tout cas quand j'ai quitté le service, mais en tout cas c'était la dernière étape, quand j'étais là, j'étais présent, c'était de calculer très précisément le coût qu'a représenté et l'imputation surtout budgétaire qu'a représenté pour la subvention toutes les prestations qui se sont écartées de l'objet de la convention.
Et a priori, d'après les échanges, alors pour l'instant informels, que j'ai eus avec des collègues qui travaillent plus en lien avec les réseaux sociaux, donc la fameuse UCDR, c'est a priori calculable parce que ils ont, dans la convention, je crois que ça, enfin dans les documents fournis budgétaires par l'association au tout départ, il y a des montants par prestation. Et donc on sait qu'une vidéo coûte tant, etc. Alors je ne sais plus quel est le montant, je crois que c'est 6 000 € par vidéo, je ne sais trop. Donc on doit être en mesure à ce stade de calculer précisément, dans un cadre contradictoire, parce qu'il va falloir le notifier, il faudra recevoir les observations de la partie adverse. Et moi j'ai lancé la procédure en ce sens récemment, avec un courrier recommandé qui est parti, je crois, il y a 3-4 jours, et où effectivement on va recevoir les observations de la partie adverse sur ce montant. Mais pour l'instant, à mon sens, il n'est pas encore calculé. Très bien, merci. Alors, j'ai Isabelle Briquet, puis Daniel Breuiller. On va prendre les deux questions, vous répondrez aux deux questions ensemble. Le Président, bonjour Monsieur Lafitte. Une petite question, on a évoqué tout à l'heure la subvention de 39 000 €, enfin versée fin 2020, enfin plutôt début 2021. Et lors de la présentation de cette subvention, quand on a commencé à parler du fonds Marianne et tout, il a été le secrétaire général a dit que cette subvention avait été versée, fin d'année 2020, enfin, peu importe, à la limite, pour accompagner le lancement de cette association, l'association étant Reconstruire le commun. Cependant, enfin, le choix de financer la création d'une association s'inscrit quand même en contradiction avec le principe même du fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui vise à financer des projets et pas directement les structures. Ainsi, il est stipulé dans les différents documents et formulaires que la prise en charge des frais de structure ne peut dépasser 10% des frais engagés par les associations. Donc la question est double. Sur cette subvention de 39 000 €, qu'est-ce qui a pu justifier la dérogation faite au profit de Reconstruire en commun pour cette subvention de 39 000 €? Et pour la suite, sur le fonds Marianne, les subventions apportées aussi bien à Reconstruire le commun qu'à l'UCEP-PPM ont-elles ou non couvert une part supérieure à 10% des charges de fonctionnement administratif des deux associations? Enfin, en d'autres termes, est-ce qu'on a financé des projets ou bien des structures associatives? C'est effectivement un aspect très important, je lis au passage, que j'essaie de rappeler souvent, parce qu'il y a souvent une certaine confusion sur le rôle du fonds interministériel, c'est pas tout à fait des crédits, je dirais, habituels. Ne serait-ce que parce qu'effectivement, et c'est important de le rappeler, le fonds interministériel est défini dans son objet par la loi, ce qui n'est pas le cas de tous les programmes budgétaires de l'État. Il n'y a pas une loi spéciale par programme. Et là, il y a une loi, l'article 5 de la loi du 5 mars 2007, qui dit qu'effectivement, le FIPD, le fonds interministériel, finance des actions de prévention de la délinquance, de prévention de la radicalisation. Bon, depuis, ça a été un peu élargi, mais ce sont des actions ou des projets. Et ça, c'est un point important. Alors, moi, je n'ai pas assisté au moment, au cadre dans lequel a été décidée cette fameuse subvention de 39 000 €. Je ne sais pas dans quelles conditions ça s'est déroulé, puisque je répète, je n'ai pas trouvé de traces, en tout cas, des conditions, mais en tout cas, la convention, elle a bien été signée et passée. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà du fonctionnement, moi, je pense que ce n'est pas exactement comme ça que les choses se présentent dans la convention que j'ai lue. Je ne sais pas si elle vous a été adressée, j'ai un doute d'ailleurs. Mais ce n'est pas le fonctionnement de l'action, enfin de l'association qui est décrite comme étant l'objet de la subvention, c'est la création d'un site internet avec des contenus qui sont listés, qui sont indiqués. Alors après, il reste à savoir ce qui a été réellement fait, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est bien une action qui est décrite dans la convention. Et ça, je l'ai vérifié. Voilà, donc pour moi, c'était plutôt formellement, je dis bien formellement, plutôt régulier. Mais voilà. C'est une action faite dans le cadre du lancement d'une association. Sans doute. On va le tourner comme ça. Très bien. Daniel Breuiller. Merci. Bonjour, Monsieur Lafitte. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce fréquent d'attribuer une subvention et de signer une convention avec une association qui n'a pas d'existence préalable? J'avoue, j'étais maire 20 ans et je n'ai jamais subventionné d'association qui n'avait pas fait une preuve préalable de son action, de sa constitution. Et donc je comprends sur cette association qu'au fond, on accompagne sa création.
Est-ce que j'ai mal compris les propos ou est-ce que c'est exact? Et ma deuxième question, vous nous avez décrit avec rigueur un processus d'élaboration et de questionnement pour vos collaborateurs sur le suivi des attributions de subventions, des analyses de dossiers de subventions très élaborées. Et vous nous avez indiqué que en 2020, de mémoire, le cabinet de Madame Schiappa fait remonter à son niveau l'attribution de subventions. Est-ce que le cabinet, dans ce cas-là, est soumis au suivi des procédures qui ont été définies par votre direction? Alors, je commencerai peut-être par la deuxième question, si vous permettez. En fait, le document qui faisait référence à l'époque, quand l'appel à projet a été lancé, c'était un document qui datait de 2019. Il n'avait pas été remis à jour. Parlez dans le micro, même si vous tournez le dos. Non, c'est un document qui datait donc de 2019, qui n'avait pas été remis à jour, et donc le cabinet ministériel n'apparaît pas dans ce document. C'est toute la difficulté. Donc quand en avril 2021, semble-t-il, pour la première fois, le cabinet ministériel fait élever à son niveau la prise de décision, le document qui fait référence n'est pas à jour. Je le dis clairement. Hein. Il l'est aujourd'hui. Hein. Je l'ai mis à jour, moi, il y a quelques jours. Avec une note de service interne, on a totalement revu le document. Mais encore une fois, c'est la situation de 2021. Voilà. Donc, il n'est pas impliqué dans le dispositif puisqu'il n'existe pas encore dans ce document-là en 2019. Ensuite, la première question que vous aviez posée qui concernait le lancement, enfin en tout cas l'accompagnement d'une association, moi je n'ai pas d'observation à faire. Je n'ai pas participé à cette prise de décision. Je constate qu'il y a une convention qui a été signée le 28 décembre 2020, une association, et c'est pour ça que j'ai fait un mail d'ailleurs en ce sens, en indiquant que je m'étonnais de la brièveté d'existence de cette association pour lui attribuer non pas 39 000 euros, mais 330 000. 35. Voilà, bon, c'est tout ce que je peux dire. Je constate cette situation. Voilà, elle vient de se créer, je crois, en octobre, il me semble, 2020. Et en décembre, elle reçoit 39 000 euros. Et en avril, elle reçoit 300 quelques mille euros. Voilà, c'est la situation. Merci. Monsieur le rapporteur général, dernière. Parce que comme je voulais juste revenir sur, pour bien comprendre, vous nous avez dit que le fonds Marianne, l'attribution des subventions, ce qui relevait avant, comment dirais-je, dans la décision du comité, à l'arrivée de la ministre, il avait été décidé que ça passe de compétences ministérielles. Ça vous paraissait, ou ça vous paraît encore aujourd'hui justifié? Il y avait, selon vous, vous pensez ou vous avez entendu... comment dirais-je, des raisons pour expliquer ce changement? Parce que on pourrait penser que les sommes ne sont pas, selon les cas, parfois on les trouve très élevées comparativement et au regard des responsabilités. Est-ce que ça vous paraît bien que ça relève directement d'une décision ministérielle? Bon, moi je n'ai pas à juger des décisions ministérielles, bien entendu. Hein. Mais il y a effectivement des éléments, je dirais, qui interrogent, enfin en tout cas qui peuvent soulever un certain nombre de débats sur ce sujet. L'ordonnateur de la dépense, par exemple. Qui est l'ordonnateur de la dépense? C'est le secrétaire général. C'est lui qui est responsable du BOP, du budget opérationnel de programme, et c'est lui qui signe les actes attributifs. C'est son statut. Ce n'est pas la ministre. Elle ne signe pas les actes attributifs. Voilà, ça c'est une réalité budgétaire. Hein. Après, ce qui est quand même assez... Il faut bien avoir en tête cet aspect-là, je crois, c'est qu'en 2020, il y a un changement assez radical dans les liaisons ministère-administration, si je puis dire. C'est que c'est la première fois, et je pense ne pas me tromper, qu'une ministre en l'espèce, épouse exactement les compétences de notre service. C'est-à-dire que son décret d'attribution, alors, quand je dis épouse, c'est pas tout à fait exact parce que ces compétences débordent. Elles traitent aussi de la citoyenneté, mais aussi surtout de l'asile, je crois de l'immigration, enfin je ne sais plus. En tout cas, c'est pas du tout nos compétences. Mais n'empêche que nos compétences sont totalement définies dans le décret d'attribution de la ministre. Donc ça veut dire que le lien est très fort, pour la première fois, entre un ministre ou une ministre et un service administratif qui, c'est vrai, parfois est on n'a pas du mal à qualifier exactement. GCIPDR, c'est quelque chose sur lequel parfois on s'interroge sur ses missions. Qu'est-ce qu'il fait, le GCIPDR? Il distribue des crédits, mais il ne fait pas que ça. Il élabore des politiques, il rédige des stratégies nationales, et j'en sais quelque chose parce que j'en ai rédigé une. Voilà. Et là, on a un ministre qui est très en lien directement avec nos attributions.
Il y a un autre aspect aussi, alors qui est très humain, si je puis dire, mais ça, je pense que probablement l'explication est là, vraisemblablement. Mais ça n'a rien à voir avec l'aspect administratif ou budgétaire. C'est qu'en fait, lorsque le cabinet se met en place en 2020, le cabinet de Mme Schiappa, 2 collègues à nous, qui étaient membres du secrétariat général, montent au cabinet. Et que, bien entendu, ils ont participé, eux, au comité de programmation précédent. Ils connaissent le mécanisme, ils connaissent la gestion du FIPD. Ils ont eu à y travailler et à participer au comité. Et donc je pense que c'est probablement là l'explication. Je ne peux pas l'affirmer, hein, je garderai bien d'être affirmatif. Mais ça, je vois quelque chose d'assez logique, c'est qu'ils ont expliqué comment fonctionnait la gestion des crédits centraux du FIPD et que, évidemment, le cabinet ministériel a peut-être trouvé logique qu'à un moment donné, il puisse y avoir un certain regard politique, parce que ça a des incidences, évidemment, on comprend bien, sur l'usage des crédits d'État. Ça fait juste une dernière question très technique. Quand on parle du seuil de 60% pour obtenir le complément de subvention, c'est 60%, il faut justifier de 60% de la consommation de la subvention ou de 60% du programme? C'est 60%, en fait, des dépenses prévisionnelles dans la demande de subvention. C'est-à-dire qu'en fait, dans la demande, il y a, je sais pas moi, il peut y avoir qu'une partie financée par la subvention. Bon, heureusement, nous avions compris il y a des les choses. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lafitte. Merci d'abord d'avoir encore une fois patienté dans la première étape et merci pour tout ce que vous nous avez amené. Chers collègues, merci de votre patience également.